Thème 2 de spécialité, atmosphère, hydrosphère, climat du passé à l'avenir, chapitre 4, le climat au Crétacé, c'est-à-dire la période de moins 145 millions d'années à moins 65 millions d'années. Crétacé. Donc cette période, elle est nommée d'après le latin Creta, qui signifie craie, parce que c'est la période de l'histoire géologique de la Terre où se sont formés les grands dépôts de craie en Europe et notamment en Grande-Bretagne. Donc cette période, elle va de moins 145 à moins 65 millions d'années. On en trouve donc beaucoup de traces en Europe, notamment les fameuses falaises calcaires d'Étretat en Normandie, donc qui datent du Crétacé. Alors si ces craies, on les voit en surface, alors qu'au départ elles se sont formées en profondeur par l'accumulation de squelettes d'algues microscopiques, les coccolithophoridés, c'est que on a eu un mouvement de terrain qui a ramené ces craies en surface, ou alors on a eu l'abaissement du niveau de la mer. Donc, on peut se demander comment est-ce qu'on a pu déterminer que le climat du Crétacé était plus chaud qu'actuellement et comment est-ce qu'on peut l'expliquer. Donc d'abord, on va s'intéresser aux indices montrant que le Crétacé était une période plus chaude qu'actuellement et on va démarrer par les indices sédimentologiques. Tout d'abord, la nature des roches du Crétacé. Donc je vous rappelle que les sédiments vont enregistrer le climat local de leur site de dépôt. Et si on replace ces conditions dans un contexte paléogéographique, on va pouvoir reconstituer le climat de la planète à l'échelle globale. Donc on va parler de climat global. Ça désigne donc le climat envisagé à l'échelle de la planète. Les roches sédimentaires, elles ont donc permis d'identifier des variations du climat global sur de longues périodes de temps. Je vous rappelle que le climat a tendance à osciller entre deux types de climat, la période froide avec glaciation et la période chaude sans glaciation. Alors, comment est-ce qu'on peut voir ces variations de climat? Tout simplement de par la nature des roches. Certaines roches sédimentaires vont être caractéristiques de milieux particuliers et de climats particuliers. On prend l'exemple de la bauxite et de la latérite. Elles correspondent à une altération continentale par hydrolyse des roches siliceuses et elles se forment dans un climat chaud et humide. On va donc les trouver principalement dans les milieux tropicaux. Donc là, vous avez un tableau récapitulatif. On reparlera des différentes roches un peu plus tard également. On peut trouver les évaporites, comme leur nom l'indique, évaporation, donc des roches formées par évaporation intense d'un bassin salé. On est dans les milieux arides. Pétrole, charbon. On est dans le cas d'accumulation de matière organique en grande quantité, donc ça veut dire productivité primaire importante, phytoplancton pour le pétrole et végétaux continentaux pour le charbon. On est donc dans des milieux tropicaux et chauds. Thylite ou blocs isolés qui correspondent à l'accumulation, à la compaction de produits de l'érosion glaciaire des continents. Donc si on trouve des thylites, c'est qu'il y avait présence d'une calotte glaciaire ou d'un glacier, donc forcément on est en milieu polaire. Donc la localisation et la nature des roches présentes au Crétacé nous fournissent des informations sur le climat qui a permis leur formation. Et en utilisant le principe de l'actualisme, on va pouvoir considérer que les conditions de formation de ces roches sont les mêmes qu'auparavant et reconstituent ainsi la position des continents à l'époque de leur formation. Voici donc la carte de répartition mondiale de quelques roches sédimentaires au Crétacé supérieur. Donc, on regarde les roches âgées de l'âge du Crétacé sur les différents continents. On regarde la nature de ces roches. On définit le climat qui s'est formé à l'époque. Et par rapport à la position des climats actuels, on va déplacer les continents et remettre le continent à la bonne position. Donc les roches utilisées sont la kaolinite, donc minéral argileux, qui se forme en climat chaud et humide, c'est-à-dire tropical, surtout localisé autour de l'équateur et des tropiques. L'argile rouge, qu'on appelle aussi la bauxite, formée suite à l'érosion, est due à de grandes différences de température, comme pour le climat continental. Elle se situe principalement dans l'hémisphère nord et plus particulièrement en Eurasie. Le charbon, donc vous avez déjà vu en première S, l'évaporite, climat aride, surtout au niveau des deux tropiques. Le calcaire, dans un climat tempéré et chaud, beaucoup moins représenté sur la carte, mais se situe surtout au niveau des tropiques et de l'équateur, surtout en Amérique du Nord et centrale. Donc, si on refait la répartition des indicateurs climatiques au Crétacé, j'ai remis cette carte, c'est à peu près la même que l'autre, mais sauf qu'on voit un peu mieux les couleurs. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Que toutes ces roches se forment dans un climat globalement tempéré chaud à tropical,
qu'elles se répartissent sur la totalité du globe. On peut donc affirmer que le climat du Crétacé était plus chaud que le climat actuel, puisqu'il faisait globalement chaud partout sur le globe. De plus, on observe une absence de thylite, donc s'il n'y a pas de thylite, pas de glacier, ça correspond bien à un climat beaucoup plus chaud qu'actuellement. Donc maintenant, reprenons la carte de la répartition mondiale de quelques roches sédimentaires au Permo-Carbonifère, donc là c'est plus vieux que le Crétacé. On peut voir que le climat est beaucoup plus froid, on a des thylites. Regardez ces petites croix violettes, on en a beaucoup sur le continent sud, donc c'est le Gondwana. Et on avait donc cette glaciation qui se trouve à la période permo-carbonifère, qui a été assez importante et qui nous indique qu'avant le Crétacé, il faisait plutôt froid. On peut constater un fait important, ça va être l'ouverture de l'Atlantique Nord. Et après le Carbonifère, pendant le Jurassique, puis l'ouverture de l'Atlantique Sud pendant le Crétacé. L'Atlantique ne s'est pas ouvert en une fois. Donc la Thétis, qui était la grande mer située à droite de ce qui sera l'Afrique, cette Thétis va être raccordée progressivement à l'Atlantique Nord. Et le Gondwana, qui correspond au gros continent avec Amérique du Sud, Afrique, Australie, Inde, etc., ce Gondwana va être éclaté et l'Inde va commencer à migrer vers le nord. Donc voici la carte de la répartition mondiale de quelques roches au Crétacé supérieur, c'est-à-dire la fin du Crétacé. Et vous voyez que la température moyenne estimée était de 18 degrés. On avait principalement des roches en milieu chaud. Dans les indices sédimentologiques, on peut travailler également sur les rapports isotopiques de l'oxygène. Vous avez sur ce document à gauche le graphique qui vous indique la variation du delta O18 au cours des temps et à droite l'estimation de la température de l'eau tropicale en fonction de la valeur du delta O18. Je vous rappelle que la relation entre ce taux et la température est différente de celle reliant le delta O18 des glaces à la température de la neige donnant naissance aux glaces. Pour les carbonates, plus le delta O18 est bas, plus la température de l'océan où se forment ces carbonates est élevée. Qu'est-ce qu'on constate? Globalement, qu'au Crétacé, la température de l'eau des mers a considérablement augmenté. Elle a par la suite régressé pour atteindre environ plus 20 degrés. Donc on a une augmentation de température radicale de plus 10 et à la fin, on a une stabilisation de l'eau à plus 20. Alors, quelles sont les étapes? Au milieu du Crétacé, le delta O18 est environ à 19, ce qui donne une température moyenne de l'eau de 29-30 degrés. À la fin du Crétacé, le delta O18 est à 22, ce qui signifie que la température moyenne de l'eau est aux alentours de 17 degrés. À l'Éocène, si on va un peu plus loin, le delta O18 continue de diminuer et la température approche les 15 degrés. Donc ça, c'est pas visible sur le graphique, mais voilà pour vous dire que la température a continué de diminuer après le Crétacé. Donc globalement, le Crétacé est bien une période chaude. On s'intéresse maintenant aux indices paléontologiques, donc l'étude des fossiles pour confirmer le climat chaud du Crétacé et éventuellement émettre des hypothèses quant à l'origine de ce climat. On a une certaine liste de fossiles qui sont considérés comme indicateurs de climat. On dit qu'ils sont significatifs parce qu'ils sont caractéristiques du climat à l'époque de leur existence. Donc dans ce document, vous pourrez faire pause pour lire tranquillement. Vous en avez plusieurs de fossiles caractéristiques qui sont signalés, comme par exemple l'arbre à pain ou certains crocodiles. Alors, premier exemple, la paléofaune. Donc paléofaune, la faune du passé. Les foraminifères, que vous connaissez. Parmi les foraminifères, il y a les globotruncanidae, qu'on trouve en abondance. Certains étaient caractéristiques du Crétacé. Les rudistes, ce sont des mollusques bivalves, c'est-à-dire avec deux valves, comme les huîtres, les moules, sauf qu'ici les valves n'ont pas la même forme. On a une valve en trompe et une valve opercule pour fermer. Donc ces rudistes, ils vivaient dans les mers chaudes du secondaire et contrairement aux ammonites, leur disparition a été progressive et elle avait commencé bien avant 65 millions d'années, alors que les ammonites ont disparu plus brutalement. On parlera des ammonites juste après. Pour les rudistes, pour ceux qui sont curieux, je vous ai mis cette image que j'ai trouvée sur le net, elle est assez sympa, vous ferez pause, vous lirez tranquillement, je passe. Maintenant les céphalopodes.
Alors, deux groupes dominent dans les céphalopodes, les ammonites avec une coquille externe et les bélemnites avec une coquille interne que l'on appelle un rostre. Les ammonites devaient ressembler à des nautiles, seul céphalopode à coquille externe subsistant actuellement. Vous en avez déjà entendu parler au collège. Alors, les bélemnites, ça ressemble à ça. Finalement, ça ressemble aux seiches et aux calmars. Ce qu'on appelle le rostre, c'est ce que vous voyez dans la roche ici. Il y a plein de rostres, ça ressemble à des balles de fusil. En fait, c'est un os, c'est l'os qui est à l'intérieur du corps et qui permet de maintenir cet animal qui est tout mou, tout flagadaire. Ce serait l'équivalent aujourd'hui de l'os de la seiche. Alors ceux qui ont des oiseaux, ils achètent en animalerie des os de seiche pour que leurs oiseaux fassent leur bec dessus. Donc c'est l'os qui était à l'intérieur de l'animal qui est tombé et qui est là au fond de la mer, dans les sédiments, c'est transformé en pierre. Les ammonites, alors vous en avez entendu parler des ammonites au collège, en première. Donc des céphalopodes, ce ne sont pas du tout des escargots, c'est la même famille que les poulpes, les calmars, les seiches, d'accord? Ça a des tentacules, ce n'est pas un escargot. Et donc il y a eu énormément de genres et d'espèces d'ammonites, on a pu les dénombrer pour chaque période et grâce à l'évolution du nombre de genres, on peut tracer un graphique. Donc voici l'évolution du nombre de genres d'ammonites au cours du temps. Avant 450 millions d'années, les ammonites étaient absentes des océans du globe. Elles apparaissent entre moins 445 et moins 380 millions d'années. On comptait déjà 20 genres il y a 380 millions d'années. Le nombre de genres augmente lentement pour baisser il y a 260 millions d'années, mais sans disparaître définitivement. Puis le nombre de genres augmente très rapidement jusqu'à 400 genres. On a une explosion. Et enfin, ce nombre de genres va régresser assez rapidement jusqu'à 80 millions d'années et à 60 millions d'années, on a disparition définitive des ammonites. Donc on a du vocabulaire pour spécifier ces différentes périodes dans l'évolution de l'existence d'un genre. On va parler d'apparition, d'expansion, d'apogée, de régression et d'extinction. Ça, c'est du rappel de quatrième. Vous êtes censé maîtriser. Autre animal caractéristique aussi du Crétacé et surtout des climats chauds, c'est la limule. Alors, ce sont des arthropodes marins qui ressemblent à des crabes ayant une forme de fer à cheval. Donc les arthropodes, c'est tout ce qui a des pattes articulées. On va trouver les insectes, les arachnides, mais également tout ce qui est crustacé. Donc on l'appelle le crabe en fer à cheval. La limule, elle existe encore aujourd'hui, d'accord? Elle peut vivre jusqu'à 30 ans. Bon, elle a été menacée d'extinction parce qu'on l'utilisait beaucoup pour faire des engrais. Elle vit dans des eaux peu profondes, 5 à 10 mètres, chaudes bien sûr. Elle se nourrit de petits animaux marins comme des poissons, des crustacés. Elle creuse des petits trous. Donc, on trouve des fossiles de limules en grande quantité au Crétacé. Aujourd'hui, les limules vivent dans des eaux chaudes tropicales. Donc on peut se dire qu'à l'époque c'était bien chaud et tropical. Les animaux suivants, ceux que vous attendiez, les dinosaures. Alors là je vous ai récupéré une image que j'ai récupérée sur un site où on faisait la démonstration d'un nouveau dinosaure découvert il n'y a pas longtemps, Torvosaurus gurnei. Donc cette image résume à peu près les 3 grandes périodes d'existence des dinosaures. Et moi je dis honte à Jurassic World. Devinez pourquoi. Voilà. On va récapituler l'histoire des dinosaures. 248 millions d'années, c'est le début du Trias. Ces tout premiers dinosaures apparaissent, ils sont de petite taille. Il y a 206 millions d'années, début du Jurassique, là apparaissent les fameux dinosaures géants. C'est l'âge d'or des dinosaures avec le fameux, donc la famille des barosaures, le diplodocus, etc. Il y a 144 millions d'années, début du Crétacé, les plus gros dinosaures ont laissé place à des espèces plus extravagantes, avec des becs de canard, des têtes d'œufs, des cornes, etc. Et bon, c'est là qu'apparaît le dinosaure qui vient d'être découvert, Torvosaurus gurnei. 130 millions d'années, formation de l'océan Atlantique et de l'océan Indien, donc on va séparer les continents, on va séparer les dinosaures, et 110 millions d'années, on a les premiers mammifères vivipares qui se forment, donc vivipare ça veut dire qu'il y a assez petit dans un utérus. 70 millions d'années, apparition du Triceratops et du Tyrannosaurus rex, et 65 millions d'années, extinction des dinosaures, la fameuse météorite qui se serait écrasée dans le cratère du Chicxulub au Mexique,
donc ce qui a formé en fait le golfe du Mexique, avec diffusion d'énormément de poussière dans l'atmosphère, diminution de la photosynthèse due à cette poussière qui empêche la lumière du soleil de passer. Bon, en même temps, de l'autre côté de la planète, il y avait les traps du Décan en Inde qui ont dégagé énormément de poussière aussi. Bref, beaucoup de poussière sur la planète pendant des centaines de milliers d'années, diminution de la photosynthèse, moins à bouffer pour les dinosaures, chaîne alimentaire, pof, si le premier crève, le dernier crève. Théorie actuelle de la disparition des dinosaures. Et donc, si je dis honte à Jurassic World, vous avez compris pourquoi ? Alors, on a un film qui s'appelle Jurassic World. Pourquoi Jurassic ? Parce que c'est la période la plus connue du grand public. Donc, on va utiliser un terme connu. On va pas dire Crétacé World, parce que Crétacé World, ça va finir en Crétin World. Donc, Crétacé World, ok, on va faire un film plutôt sur Jurassic World. Ça sonne bien. Sauf qu'il faut y mettre des dinosaures emblématiques. Ouais, le diplodocus, le barosaure, ça fait boum. Et boum, ça avance lentement. Quelle action, c'est dynamique. On va plutôt s'intéresser à des animaux, des dinosaures très dynamiques. Et donc là, on a dit, ouais, on va prendre le tyrannosaure, ouais, super prédateur et tout, il fait peur, tout le monde l'adore et tout. Et là, vous vous dites, il y a des conseillers scientifiques qui sont payés une fortune pour vérifier que tout va bien dans les films. Et ils nous foutent une bestiole du fin Crétacé pendant le Jurassique. Ils sont payés combien ces conseillers scientifiques? Là, dites-moi que j'aille les remplacer, je me ferai du blé, moi au moins. Alors, n'importe quoi Jurassic World, hein, on cours du Jurassic Park, c'est la même lignée, ok. Là, gros problème. On a un animal qui n'est pas du tout dans sa période d'existence. Bref, je passe sur Jurassic Park. Continuons sur les dinosaures. Voici une petite reconstitution de paysage à l'époque du Jurassique et du Crétacé, sur Terre et sous l'eau. Je vous présente un des plus grands herbivores du Crétacé, l'Argentinosaurus, découvert en 1989, près de 40 mètres de long. 40 mètres de long. Vaut mieux pas être dessous. D'autres herbivores ont développé des moyens de défense. Hein, s'ils sont plus petits, il faut qu'ils se défendent. Et ben, le Triceratops, lui, a développé des cornes pour transpercer le ventre des grands carnivores. Pour certains, le salut était dans la vie en troupeaux immenses, comme aujourd'hui d'ailleurs. Vous regardez en Afrique, les buffles, ils vivent en grands troupeaux, les zèbres, etc. Plus on est nombreux, plus on survit. Donc, on peut retenir l'iguanodon en Europe et son cousin américain Edmontosaurus. Donc, si vous regardez les films de dinosaures américains, c'est pas l'iguanodon que vous verrez, mais plutôt Edmontosaurus. Alors, les plus importants, ceux qui vous plaisent le plus, les dinosaures carnivores. Donc, bien sûr, Tyrannosaurus rex, appelé T-Rex. T.REX. Puis après, il y a eu des formations TYREX. TYREX, c'est un mot qui n'existe pas. T.Rex, T-Rex en américain, parce que le T se prononce T en English. C'est l'abréviation de Tyrannosaurus rex. Donc n'écrivez pas T-Rex, T-Y-R-E-X, c'est une aberration scientifique. D'accord? Donc il était considéré comme le plus grand carnivore, plus puissant du Crétacé. Vous vous dites, ouais, la gueule qu'il a, la mâchoire, les dents et tout, fallait pas être dedans. Ouais, non, mais il y a un petit problème. C'est que ce grand tyrannosaure, s'il avait des dents qui faisaient une dizaine de centimètres de long, il avait des racines qui faisaient que 2 ou 3 cm. Expliquez-moi comment des dents de 10 cm de long avec une simple racine de 2 à 3 faisaient pour arracher de la chair d'un animal vivant, surtout avec une cuirasse, des écailles solides et tout. Il y a un problème. En plus, regardez ces petits bras, tout petits, comment vous voulez qu'ils tiennent sa proie, qu'ils la maintiennent, c'était pas très puissant. Donc en fait, il y a un mythe sur cet animal. Pendant longtemps, on l'a mis comme un super prédateur, un super carnivore, et en fait, on pense qu'il serait plutôt charognard. Ce serait plus logique vu son anatomie. Voilà, mais bon, ça fait toujours mieux de le présenter comme un super prédateur, ça fait vendre. Donc il avait un copain aussi, Albertosaurus, hein, qui lui ressemblait beaucoup. Voilà, il est joli. J'aime bien les dinosaures. Moi, je préfère le vélociraptor, les raptors dans Jurassic Park. Donc, certains carnivores de petite taille, comme eux, pratiquaient la chasse en groupe. Ils avaient un cerveau assez développé et ils pouvaient mettre en place une véritable stratégie. Hein. Ils communiquaient pour chasser. On s'intéresse maintenant aux plésiosaures. Alors, les plésiosaures ne sont pas des dinosaures, même s'ils y ressemblent. En fait, c'est un groupe phylogénétiquement très éloigné. Ils sont carnivores, ils ont une forme de tonneau, des nageoires, une très grande queue et un très grand cou, et une tête toute petite. Ils vont complètement disparaître à la fin du Crétacé.
Certains disent que Nessie, le monstre du Loch Ness, serait un plésiosaure planqué. Ouais, bah jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, ça reste qu'une photo qu'on pense truquée. Intéressons-nous maintenant à la paléoflore. Donc, la paléoflore, l'apparition de végétaux date d'il y a assez longtemps, bien avant les animaux. Au tout début, on avait les algues, puis au milieu du primaire, on a le groupe des fougères qui s'est développé, puis fin primaire, les gymnospermes, et au secondaire, donc vers le Jurassique, on a le développement des angiospermes au détriment des gymnospermes. Donc ces végétaux, bien sûr, sont nés dans l'eau, dans les océans, et ont progressivement colonisé la Terre, les continents, et progressivement, donc ce sont ceux qui ont développé les stratégies de reproduction les plus intéressantes qui se sont le plus développées, à savoir les angiospermes avec les plantes à fleurs. Vous avez étudié en programme obligatoire la fleur avec ses pétales qui ont un rôle de protection des organes reproducteurs et d'attraction des pollinisateurs. Donc, voici des reconstitutions de paysages. Voici le Silurien, 420 millions d'années. Voici le Carbonifère, déjà un petit peu plus sympathique. Et voici le Crétacé, beaucoup plus joli, avec les fameuses plantes à fleurs. Donc les fougères, vous connaissez bien? Elles sont très très abondantes au Crétacé, on en trouve de nombreux restes fossiles, et également dans les régions antarctiques. Ça signifie bien qu'à l'époque, à l'Antarctique, il faisait chaud. Alors les fougères, vous pouvez les trouver en milieu tempéré à froid, d'accord, comme en Europe. C'est pas forcément des plantes de milieu tropical. Du moment qu'il y a de l'humidité et un certain couvert, elles aiment bien pas forcément être en plein soleil, et ben elles peuvent se développer. Les gymnospermes, étymologiquement, ça veut dire plantes à organes reproducteurs nus, c'est-à-dire des plantes sans fleurs. On a 3 groupes en expansion au Crétacé, conifères, cycadacées et ginkgoacées. Les conifères, vous les connaissez, les sapins, mais vous connaissez un peu moins les araucarias qui ont des formes assez étranges, comme celui-ci. On va les voir aujourd'hui dans nos parcs, etc. Ils sont plantés. Certains ont des formes de parasol et il y en a même qui ont des formes de sapins. Ce sont les araucarias qu'on appelle les sapins de Noël. Les cycadacées. Les cycas sont des plantes aussi, gymnospermes. Voici à quoi ça ressemble, le cycas ou sagou du Japon. Ça ressemble à des palmiers, mais ça n'en est pas. Hein. Vous n'avez pas de fleurs dessus. Vous avez chez le mâle un organe qui ressemble à une pomme de pin. Et chez le pied femelle, vous avez ce qu'on appelle des feuilles ovulifères. Donc vous avez des petites feuilles marron au centre qui possèdent 3 à 4 ovules, chacune en surface. Des gros ovules qui peuvent faire jusqu'à 5 cm de diamètre. Les ginkgoacées, donc le fameux ginkgo biloba que vous avez étudié qui nous sert à déterminer l'indice stomatique. Donc voici à quoi ça ressemble. C'est un arbre, hein. On pourrait croire que c'est un feuillu classique, mais en fait non. Donc il y a ces feuilles que vous connaissez en forme de cœur et qu'on peut retrouver sous forme fossile. Donc c'est un gymnosperme, il ne fait pas de fleurs avec des pétales, d'accord. Il produit des graines, mais sans appareil floral. Les bénitales, c'est un ordre éteint de plantes à graines, apparu pour la première fois dans le Trias et disparu dans la plupart des régions vers la fin du Crétacé. Alors, sur le dessin, vous voyez une petite fleur. Donc, c'est une plante considérée comme gymnosperme, donc on a l'habitude de dire plante sans fleurs. En fait, ce qui est important, c'est que l'ovule soit nu. Il n'y a pas de protection par-dessus. Donc ici, en fait, dans ce groupe, dans cet ordre, on pense qu'il y avait un début de pétales et qu'il y avait une pollinisation par des insectes. Mais par contre, l'ovule est nu, d'accord? C'est pas comme dans les plantes à fleurs, comme par exemple une orange. Hein, l'ovule va devenir le pépin et autour, il y a la chair juteuse pour attirer les prédateurs pour transporter la graine. Il n'y avait rien comme une graine de sapin qui est complètement sèche, hein, il n'y a pas de chair dessus, c'est tout sec, il y a juste une aile pour s'envoler. Les angiospermes, ou plantes à fleurs, donc étymologiquement plantes à organes reproducteurs protégés, donc autour des ovules, il y a de la chair, d'accord, donc on a des fruits qui se forment. Alors parfois cette chair est consommable et parfois non, hein, mais dans tous les cas il y a une protection en plus de la graine.
Donc, elles sont à période jurassique, elles se développent au Crétacé et prennent le pas sur les conifères. Pourquoi? Parce que leur système reproducteur, vu qu'il y a une protection autour de la graine, c'est plus efficace. Il y a plus de chances que la graine puisse arriver à un endroit donné et germer. Donc, on a un exemple ici de Magnolia, fossile de Magnolia actuelle. Intéressons-nous maintenant aux indices paléomagnétiques. Alors, on va revoir le principe, ça a été vu en première S, mais on va revoir ça plus en détail. Donc sur Terre, vous savez que l'expansion des fonds océaniques, elle se traduit de part et d'autre de la dorsale par l'aimantation rémanente du plancher océanique en bandes symétriques de polarisation opposée, suivant les inversions du champ magnétique global de notre planète. Youhou! Je vous ai causé chinois? Ne vous inquiétez pas, on va décortiquer tout ça. Je vous rappelle que le centre de notre planète, le noyau, est constitué en fait de deux parties, une graine solide et la partie externe du noyau liquide. Cette graine solide va tourner sur elle-même et comme elle est au milieu de roches liquides riches en métaux, donc le noyau et le manteau, il va y avoir un effet dynamo et on va avoir un champ magnétique qui se forme, d'accord? Donc on a des inversions de champs magnétiques qui sont enregistrées autour des dorsales et c'est grâce à l'étude des plaques océaniques, on sait que ces inversions ont eu lieu dans le passé. Le dernier événement majeur, c'est 780 000 ans. En ce moment, depuis moins de 2 décennies, c'est-à-dire 20 ans, on observe que le pôle nord magnétique a une dérive, c'est-à-dire qu'il change régulièrement. Et ça atteint des records, hein, donc pas moins de 55 km par an, c'est-à-dire que le pôle nord magnétique se déplace de 55 km par an. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est progressivement dans une phase peut-être d'inversion de nos champs magnétiques, de notre champ magnétique, c'est-à-dire que on va se retrouver finalement avec le pôle nord magnétique au pôle sud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce champ magnétique, hein, il est produit par le noyau externe de la Terre. Une couche de liquide constituée en majorité de fer et de nickel qui entoure la partie solide du noyau, la graine. Et on est dans le cas d'une dynamo, c'est-à-dire un aimant qui tourne dans une bobine. Le noyau externe jouerait le rôle du bobinage. Il est en mouvement à cause de la force d'Archimède résultant des différences de température et de densité dues à la solidification de la graine ou de la force de Coriolis causée par la rotation du fluide. Donc une dynamo, je vous le rappelle, ça consiste en un bobinage de fil électrique, généralement du cuivre, mis en rotation dans l'entrefer d'un électro-aimant. Le mouvement de la bobine produit du courant électrique dans les fils conducteurs. Ce courant génère un champ magnétique supplémentaire qui induit à son tour un courant supplémentaire. Donc on est dans le cas d'une dynamo. Certaines roches présentent donc un magnétisme naturel, c'est le cas du basalte. Pourquoi? Parce qu'il contient des cristaux d'oxyde de fer appelés magnétites et qui vont enregistrer la direction du pôle Nord. Et cette magnétite, elle est capable de dévier une aiguille d'une boussole, puisque je vous rappelle qu'une aiguille, c'est un aimant avec un pôle Nord et un pôle Sud. Donc vous approchez le basalte d'une aiguille libre, vous allez déplacer cette aiguille. Si vous approchez un basalte trop près d'une boussole, vous allez modifier la boussole et perturber l'enregistrement du champ magnétique terrestre qui est représenté sur la boussole. Donc, au début du XXe siècle, c'est le géologue français Brune qui remarqua que dans certaines zones volcaniques, au niveau des coulées basaltiques, la valeur du champ magnétique enregistrée différait de la valeur du champ magnétique terrestre enregistré dans une zone neutre, c'est-à-dire une zone où il n'y a pas de basalte. Qu'est-ce qu'il en a conclu? Que le magnétisme du basalte, à cause de la magnétite, s'ajoutait à la valeur du champ magnétique terrestre. Donc, on a le champ magnétique de la Terre, et le basalte a son propre champ magnétique puisqu'il contient des minéraux magnétiques. Le problème, c'est que dans certains cas, on avait des valeurs de champ enregistrées inférieures au champ magnétique terrestre, et dans d'autres cas, on avait des valeurs supérieures. Cela ne pouvait être expliqué qu'en supposant que le magnétisme du basalte était dirigé dans le sens inverse ou dans le sens équivalent au sens actuel. Je m'explique. Vous avez en noir le vecteur champ magnétique actuel. D'accord? C'est la flèche de la boussole. On va à côté d'une couche de basalte, on enregistre le vecteur
L'enregistrement du champ magnétique par le basalte se fait par le phénomène appelé la thermorémanence magnétique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quand le magma apparaît en surface lors d'une éruption, sa température est d'environ 1100 degrés. C'est de la roche en fusion, c'est rouge, c'est chaud, c'est bien, on va pas dire liquide, mais c'est bien visqueux, ça c'est cool. Certains cristaux à l'intérieur sont fondus, d'autres ne le sont pas. Chaque minéral a sa température de fusion particulière. Donc quand la température de refroidissement de la lave atteint le point de Curie, c'est-à-dire le point de cristallisation, les cristaux de magnétite vont s'orienter selon le champ magnétique qui règne sur Terre à l'époque où la coulée de magma de lave se fait. Puis la magnétite va conserver cette orientation, elle va rester figée dans la coulée de lave. C'est ce que représente le schéma dessous. Donc au départ, tous les minéraux sont plus ou moins fondus. Les minéraux vont cristalliser avec la baisse de température. Je vous rappelle que plus c'est chaud, plus il y a agitation des molécules, moins vous avez de chances que les minéraux se forment. Puis les cristaux donc de magnétite vont s'organiser selon l'orientation du champ magnétique terrestre et vont finir par être figés dans ce magma refroidi. Donc on peut observer ce phénomène au niveau des dorsales. La zone axiale d'une dorsale, je vous le rappelle, c'est la zone où vous avez tous les volcans. Et on peut l'observer facilement au niveau d'un océan. Et on va tracer un profil magnétique, c'est-à-dire qu'on définit comme anomalie magnétique positive toute valeur supérieure à la valeur du champ magnétique terrestre qui règne au moment de la mesure. Donc vous prenez un petit bateau, vous le faites partir de la dorsale, vous le faites avancer perpendiculairement à l'axe de la dorsale et vous enregistrez grâce au magnétomètre des anomalies positives ou négatives si la valeur est inférieure à la valeur du champ magnétique terrestre. Et à ce moment-là, vous allez avoir de manière symétrique de part et d'autre de la dorsale la répartition des anomalies positives et négatives comme c'est dessiné sous le schéma dessous. Et ces anomalies sont représentées par des codes couleurs. Et donc, du coup, vu que le magma se met en place par rapport à l'axe de la dorsale et s'écoule de chaque côté en même temps, c'est normal qu'on ait une symétrie par rapport à l'axe de la dorsale. Donc Vine et Matthews avaient appelé ça la peau de zèbre magnétique. Ils ont enregistré ces valeurs donc, dans les basaltes des fonds océaniques de la dorsale à Juan de Fuca, dans le Pacifique Nord en 1963. Donc l'existence d'une symétrie de ces anomalies magnétiques ne peut s'expliquer que par l'installation en même temps du basalte de part et d'autre de la dorsale. Donc vous prenez ce schéma, on va le lire par le bas. Donc en bas, vous avez une période assez antérieure, le champ magnétique enregistré est normal. Donc les couches de basalte qui sont formées en rouge ici, elles vous indiquent les flèches blanches direction du champ normal. Supposons que du magma arrive des profondeurs, s'installe au niveau de la dorsale, mais que au moment de son installation, il y a eu une inversion du champ magnétique. Donc les cristaux de magnétite vont s'orienter dans l'autre sens que ceux qui s'étaient orientés dans la couche rouge précédente. Si on avance encore dans le temps et que de nouveau on a du basalte qui s'installe, mais qu'à ce moment-là le champ magnétique s'est de nouveau inversé et revenu à la normale, les cristaux de magnétite vont s'orienter dans la direction du champ normal. On va donc avoir, en s'éloignant de la dorsale, des magnétites champ normal, puis dans le bleu des magnétites champ inverse, puis dans le rouge des magnétites sens normal. Donc les dernières grandes périodes d'invention du champ magnétique portent le nom de personnages qui se sont illustrés dans le domaine du magnétisme, comme par exemple Brune ou Matuyama. Donc sur le schéma, vous avez la représentation de la dorsale médio-océanique avec sa fameuse peau de zèbre et chaque couleur correspond donc à une inversion ou pas du champ magnétique et les grandes inversions donc sont signalées donc en blanc, ce sont les inversions, elles sont signalées par le nom de leur découvreur. On peut maintenant reconstituer la position des continents. Donc les études paléoclimatiques, elles ont permis de connaître les climats anciens et de préciser les limites des principales zones climatiques à une époque donnée. Grâce au paléomagnétisme, on a pu reconstituer la position des continents au cours du temps. On peut ainsi donc établir des cartes climatiques du globe à différentes périodes de son histoire.
Vous avez donc à gauche la distribution géographique des paléoclimats au Carbonifère supérieur, selon Wegener. Le rassemblement des masses continentales, ce rassemblement permet d'expliquer les dépôts glaciaires. Je vous rappelle qu'on a vu beaucoup de thylite. Et il permet aussi d'expliquer la répartition des traces actuelles des climats anciens. Et à droite, la répartition des continents et des zones climatiques au Crétacé supérieur. Et donc vous voyez que là, on n'a plus du tout de climat froid glaciaire.